je vous remercie d'être venu pour écouter ce que je vais vous dire sur un roman de Marlène Haushofer, Le mur invisible. Alors, pour la petite histoire, et pour commencer, je vais vous dire comment j'ai rencontré ce livre par hasard, comme presque tout le temps d'ailleurs quand on rencontre des livres en fait. Ce livre est au programme des classes préparatoires scientifiques cette année, maths P, etc. Et il se trouve que j'ai un petit-fils qui est en maths P cette année, et donc qui a ce livre au programme. Comme le français n'est pas, enfin la littérature et la philo, puisque c'est à peu près, enfin c'est ensemble hein, dans un programme cette année qui s'appelle Expérience de la nature, c'est bien le cas du roman, c'est bien comme ça qu'on peut l'appeler. J'ai lu le livre cet été, quand le programme est paru, et j'ai eu vraiment l'impression que ça valait la peine de travailler sur ce livre. Je ne dirais pas que ça m'a passionnée à la première lecture, j'étais assez surprise par le type de récit, mais petit à petit, en y réfléchissant, en le relisant, je me suis dit que finalement, il était tout à fait intéressant de se pencher sur ce bouquin, ce roman. Et voilà comment j'ai eu l'idée de proposer une conférence dessus. Donc, je vais vous parler de ce livre d'un point de vue pas particulier, parce que c'est vraiment le centre du livre, mais d'une sorte de vision avant la lettre, puisque le livre est des années 60, d'une sorte de vision écoféministe de la nature, en fait. Alors, l'auteur, bon, je n'en dirai pas grand-chose, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur sa vie qui a été relativement courte et assez malheureuse, il faut bien dire, dans l'ensemble, enfin, sauf son succès littéraire, hein, qui a été important en son temps. Donc elle est née, elle s'appelle Marlène, en fait Marie-Hélène Frauendorfer. Oui, il faut que je vous dise aussi que je ne suis absolument pas germaniste et que je prononce très très mal sûrement la plupart des noms. Je l'ai lu en traduction et pour cause, je ne peux pas accéder au texte original. Je le regrette d'ailleurs parce que comme ça, je ne peux pas vous faire d'analyse stylistique quelconque. Mais donc cette dame, Marlène, est née le 11 avril 1920, est morte en 1970. Donc vous voyez, elle a eu une vie assez courte. Après une enfance dans la forêt avec son père garde forestier, sa mère était femme de ménage, femme de chambre exactement, elle part étudier la philosophie allemande à Vienne et ensuite à Graz, en Autriche. Donc. En 1941, c'est-à-dire très jeune, hein, elle épouse Manfred Haushofer alors qu'elle est enceinte d'un enfant qui n'est pas de l'homme qu'elle épouse. Hein. Et donc, qu'il l'élèvera comme son fils, et elle aura un autre fils qui s'appellera comme son père Manfred, avec donc son mari dentiste. Elle devient assistante dans le cabinet dentaire de son mari et elle commence à écrire. Son premier succès est une nouvelle qui s'intitule La 5e année, puis elle publie Le mur invisible. Elle aura le prix Schnitzler en 1963, donc elle est reconnue, le livre est reconnu. Elle écrit
vraiment en même temps qu'elle travaille comme assistante de son mari, dentiste donc, sur la table de la cuisine familiale, la plupart du temps, très tôt le matin, avant que ses enfants, ses deux fils, ne se lèvent, soit pendant que son mari est au travail, qu'elle n'est pas avec lui, et que ses enfants sont à l'école. Donc vous voyez, l'écrivain qui n'est pas l'écrivaine qui n'est pas une écrivaine vraiment ni enfin elle n'a pas une chambre à soi, si vous voulez. Il y aura un roman qui s'appellera le dernier, qui s'appelle Dans la mansarde, et qui est un peu sur ce thème, mais surtout elle est très malade. Elle souffre de tuberculose depuis sa jeunesse et elle aura un cancer des os et elle écrira jusqu'à sa mort à donc 49 ans en 1970. Donc voilà en gros la vie de cette femme qui a eu un certain succès littéraire et qui est encore bien connue. Maintenant, elle est traduite, enfin, elle a évidemment une certaine renommée. Elle a voulu laisser une trace de sa vie et de ses pensées, et elle va essayer, enfin oui, elle écrit surtout sur ses réflexions intérieures, dans le mur, enfin on verra ensemble, dans le mur invisible, il n'y a pas à proprement parler d'aventure ou de romanesque au sens classique du terme. Hein. Mais avec 60 ans d'avance et dans un contexte de guerre froide auquel fait écho la peur des armes de destruction massive, comme on dit maintenant, c'est en fait une question prophétique qu'elle traite, et dans son roman, qui est un roman à la croisée du récit post-apocalyptique, du nature writing, roman de récit dans la nature, et roman d'émancipation féminine, hein, si tant est qu'on puisse mettre dans une case ce roman qui est vraiment un peu atypique, elle peut être qualifiée d'écrivaine proto-féministe, si on veut, étant donné que le féminisme va commencer vraiment, disons, dans les années 70. Le roman est énigmatique, il y a beaucoup de blancs, et il y a eu énormément d'analyses diverses et variées de ce texte. J'en ai lu un bon tas, on peut dire, et ces interprétations, évidemment, varient selon les points de vue des critiques, mais surtout, ce qui en ressort, c'est qu'on reconnaît que le roman est est ambigu et pas didactique. C'est-à-dire que ce n'est pas un roman qui va proposer des solutions. D'ailleurs, moi, j'en vois vraiment aucune dans ce texte. C'est ambigu d'une certaine façon. L'intérêt du roman, pour moi, vient justement de l'absence de leçons ou de théorisation de ce qui peut se passer après une catastrophe totale qui serait l'extinction de la vie humaine et aussi de tous les vivants. Parce qu'il n'y a plus d'animaux non plus en dehors de l'espace où elle est délimitée par ce fameux mur. Donc, je vous raconte rapidement l'histoire. Est-ce que certains d'entre vous ont vu le film qui a été tiré et qui a eu un certain succès aussi des années 2012,
Oui, il y en a qui l'ont vu. Bon. Alors moi, je ne l'ai pas regardé. J'attends d'avoir fait la conférence pour le voir parce que je ne voulais pas être influencée. Parce qu'un film qui met, enfin, un roman mis en film, évidemment, il y a encore un intermédiaire de plus, c'est le cinéaste. Hein. Donc forcément, ce sera une vision particulière et puis ça donne des images, alors que quand on lit un livre, on connaît le mécanisme de la lecture, c'est nous qui forgeons nos images en lisant les textes. Hein. C'est la théorie de la lecture d'Umberto Eco, etc. Et évidemment, le film va vous donner une vision qui sera médiatisée par le cinéaste. Donc, je voulais rester sur ma propre vision des choses. Donc, c'est une quadragénaire autrichienne habituée à la vie en ville, qui est veuve, mère de 2 filles déjà adultes, avec lesquelles elle n'a pas beaucoup de contact, on en reparlera pas mal, qui rend visite à sa cousine et au mari de la cousine dans un chalet autrichien de la montagne. On ne saura jamais où exactement c'est localisé. Un soir, les autres sont partis faire des courses au village. Ils ne rentrent pas au chalet. Elle ne se fait pas trop de soucis en pensant qu'ils ont préféré rester à l'auberge et que voilà, ils reviendront bientôt. Et le lendemain matin, elle est toujours seule. Le chien qui était parti avec eux, qui s'appelle Lynx et qui aura un rôle fondamental dans ce roman, c'est un vrai personnage. Ce chien revient et elle s'aperçoit, en suivant le chemin et en voyant que le chien a le museau un peu ensanglanté, enfin, elle s'aperçoit qu'elle est enfermée par un mur invisible, mais d'une très grande surface. Hein. Ce n'est pas une petite cloche juste au-dessus du chalet. Ça s'étend sur des kilomètres, sur un territoire montagnard couvert de forêts. Et derrière le mur, tout est immobile, tout est froid, tout est pétrifié. Elle peut voir les habitants d'une ferme qui ne sont pas, enfin elle les voit, ils sont loin, mais pas très loin, ils sont pétrifiés, donc, et elle suppose immédiatement qu'un événement catastrophique s'est abattu sur le monde. Alors, d'abord, elle se pense que c'est peut-être sur l'Autriche, et puis elle attend pour un moment, elle attend pendant un peu, elle se dit les vainqueurs vont arriver, il y a eu une guerre, quelque chose comme ça, les vainqueurs vont arriver, ou bien on va venir me chercher, enfin bref, ça ne dure pas très longtemps parce qu'elle prend conscience assez vite qu'on n'entend rien, qu'il n'y a pas d'avion, pas de bruit de guerre, enfin rien du tout, et donc elle se dit que finalement, elle est peut-être la seule survivante d'une catastrophe généralisée. Seule, non, parce qu'il y a des animaux. Il y a le chien, Lynx, qui va devenir un personnage essentiel de sa vie. Il y a des animaux domestiques qui deviennent sa famille. Vraiment, il y a petit à petit les animaux sauvages qui lui permettent, comme c'est un relais de chasse, ils étaient là pour chasser, ils ont des armes et des provisions qui vont lui permettre, dans un premier temps, de tenir. Il y a des animaux sauvages qu'elle peut chasser pour se nourrir et nourrir les animaux, d'ailleurs. Et le récit est tout entier celui de l'apprentissage d'une survie. C'est un roman de survie aussi, il y en a pas mal. Hein. Et cette femme, c'est le récit de sa transformation d'une femme de la classe moyenne citadine en fille de la nature. On reviendra évidemment sur cette idée fondamentale. Le roman se déroule sous forme d'un journal de bord de la narratrice, donc un récit en première personne,
qu'on appelle fiction autobiographique. Évidemment, ce n'est pas l'auteur, c'est une narratrice dont on ne connaît pas le nom. Je cite, « J'observe que je n'ai pas écrit mon nom » quand elle va se mettre à écrire ce qu'elle a vécu pendant 2 ans, les 2 ans de sa survie. Je l'avais donc presque oublié et je n'y changerai rien. Puisqu'il n'y a plus personne pour prononcer mon nom, il n'existe plus. Donc, le lecteur, la lectrice ne sauront pas le nom de la narratrice. Ce qui questionne déjà quand même, en fait, parce que, après tout, ça questionne sur l'identité, parce qu'elle aurait pu, au contraire, en écrivant ces petits fragments qui vont faire un récit de tout ce qu'elle va faire, elle aurait pu signer de son nom, bien qu'elle se dise que ça ne sera jamais lu par personne, hein, puisqu'il n'y a plus personne pour lire ce qu'elle écrit. Mais ça questionne quand même le problème de son identité. Moi, m'a posé une question, pourquoi ne pas signer, garder ce nom qui est le nom de l'humain quand même. Enfin, bon, on pourra en discuter après si vous voulez. Les événements qu'elle relate ont eu lieu 2 ans auparavant. Le roman n'a pas de chapitre, à peine des paragraphes. C'est un roman qui... c'est pas la dernière qui fera ça. Hein. Vous aurez peu après, quelques années plus tard, Thomas Bernard et d'autres, en fait, qui c'est maintenant un procédé. Hein. Mais ça veut montrer d'une certaine manière cette idée d'enfermement. Il n'y a pas de respiration, il n'y a pas de... il n'y a pas de structure, si vous voulez. Hein. C'est une sorte de récit qui est écrit sur des petits bouts de papier qu'elle a réussi à trouver, parce que ce n'était pas évident dans ce chalet. Elle a des petits morceaux de crayon, enfin, c'est tout ça, c'est bricolé. Hein. Et elle est évidemment complètement prise par cette rédaction 2 ans plus tard. Pendant 2 ans, elle n'a pas écrit, elle a survécu. Il n'y a pas de péripéties dans ce roman, il n'y a que la péripétie initiale, le mur, l'incipit et l'histoire du mur, et la péripétie finale qui, évidemment, qui déclenche d'ailleurs un processus d'écriture, puisque quand elle écrit, elle connaît évidemment ce qui s'est passé au bout des 2 ans. Et il faut que je vous le raconte, évidemment, parce que ce récit de nature rétrospective est composé dans la connaissance des événements qui se sont passés, évidemment, et ça informe d'une certaine manière ce qui a été vécu, forcément. Donc, et on le sait par quelques indices, de temps en temps, il y a des indices. Les indices nous apprennent que Lynx est mort, le chien, qu'il y a eu un autre animal tué également, en fait, et qu'elle a vécu un traumatisme à la fin de ce livre qu'elle raconte, donc à la fin de ces 2 ans de survie. Il se trouve qu'il y avait un autre survivant, un homme, mais il est fou, il arrive on ne sait pas comment d'ailleurs, est-ce qu'il était, parce que le périmètre est très grand, est-ce qu'il a vécu seul, très loin, encerclé par le mur, enfin, il est peu probable qu'il ait traversé le mur. En tout cas, il arrive, il a une hache,
et il massacre le chien et le taureau. Il y a il y a une vache qui a eu, enfin je vous en parlerai après, qui a eu un veau qui est devenu un petit taureau, et l'homme les massacre à coups de hache, mais elle qui a des armes, elle a un fusil, elle l'abat, elle le tue, et elle le tue sans état d'âme, je peux vous dire. Elle le tue par légitime défense, en fait, parce qu'il vient détruire son monde et c'est sa famille, c'est-à-dire les animaux. Et elle le balance elle se débarrasse du corps en le jetant dans une falaise, par-dessus la falaise, en disant qu'elle ne pouvait pas laisser ce corps, elle ne l'enterre pas, hein. Elle dit qu'elle ne pouvait pas laisser ce corps sur l'herbe innocente et à côté des animaux morts, qui eux aussi sont innocents. Donc, elle se demande aussi, est-ce que, au fond, je l'aurais, s'il n'avait pas été tué du premier coup, est-ce que je l'aurais achevé? Probablement, je ne sais pas. Voilà, la question reste ouverte. Est-ce qu'elle l'aurait achevé ou pas? Probablement, oui. Donc, voilà le grand événement de la fin qui justifie qu'elle se mette à écrire le roman. Enfin, le roman, qu'elle écrive ce récit sur les bouts de papier voilà, qui vont constituer notre texte. Alors, cette écriture, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un projet, le but n'est pas d'être lu, mais de résister le plus possible à la folie. Elle ne veut pas perdre la raison, devenir folle, peut-être parce qu'elle a vu cet homme fou arriver, enfin fou. Elle suppose, hein, enfin il a l'air fou, mais je veux dire, on n'a pas trop le temps de le connaître, celui-là. Il est vite éliminé. En tout cas, elle ne veut pas perdre la raison. M'obliger à écrire me semble le seul moyen de ne pas perdre la raison. C'est clairement dit dans le texte. Elle dit que probablement personne ne lira jamais ces fragments et les destinataires sont le peuple des souris qui va manger sans doute tous ces petits bouts de papier. Voilà leur avenir. Donc, ce qui alimente son discours n'est pas, au fond, la lutte vraiment pour la survie. C'est en ça que ce n'est pas vraiment un roman de survie comme il peut y en avoir dans la littérature, comment faire quand on est seul ou qu'on est quelques rescapés. Voilà. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est son activité mentale qui est en cause, en fait, et c'est ça qui doit être vraiment, qui, pour elle, doit être clair, quoi. Il faut qu'elle arrive à mettre au clair un certain nombre de choses. Curieusement d'ailleurs, mais enfin ça aussi c'est mon point de vue personnel, on ne peut pas dire que cette femme, enfin en tout cas pour moi, s'il y a des gens qui ont lu le roman, vous me direz ce que vous en pensez, on ne peut pas dire qu'elle soit follement sympathique au lecteur ou à la lectrice. Elle est particulière quand même et elle ne déclenche pas, c'est fait probablement exprès, hein, bien sûr, dans la manière d'écrire le texte, hein, elle ne déclenche pas beaucoup d'empathie. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comme dans certains autres romans de survie, on n'est pas, ou de films, ou de séries, moi j'en regarde beaucoup, j'adore ça, où on est vraiment, enfin on a quelque chose avec les survivants, quoi. On a envie que, voilà, ils nous sont,
on a de l'empathie, nous sommes sympathiques, en tout cas certains. Bon, là, ça n'est pas le but vraiment, et au contraire, dans la mesure où elle n'a plus à se soucier des lecteurs, elle va dire des choses crues, des choses dures sur la vie tout simplement, la vie des humains et sur ce qu'elle a éprouvé. Quelle est la forme donc du récit? Eh bien, c'est un récit donc d'une certaine manière explicatif, et on peut dégager de ce récit sa vie d'avant. Et ça, c'est pour nous évidemment intéressant de savoir comment elle vivait, comment surtout elle considérait sa vie d'avant. Parce qu'il lui arrive quand même une grosse tuile. Je veux dire, je ne sais pas comment on réagirait les uns et les autres, mais enfin, tout perdre, être dans cet état. Elle dit d'ailleurs à un moment, je ne suis plus, je ne sais plus où est là, voilà, je n'étais plus assez jeune pour envisager sérieusement le suicide, je vous laisse méditer, c'est surtout la pensée de Lynx et de Bella, Bella c'est la vache, qui va beaucoup compter pour elle, qui me retenait, et aussi une sorte de curiosité. Donc, vous voyez, elle va vivre, mais elle va vivre, bon, pour les animaux essentiellement, et ça, on va le voir au fur et à mesure du récit. Quand il m'arrive de penser à la femme que j'étais avant que le mur fasse irruption dans ma vie, j'ai peine à me reconnaître en elle. Donc, elle parle d'elle en disant elle, mais c'est bien de la narratrice dont il s'agit. Encore jeune fille, elle se chargea en toute inconscience d'un lourd fardeau et fonda une famille. Après quoi, elle ne cessa plus d'être accablée par un nombre écrasant de devoirs et de soucis. Voilà l'image de la famille, du mariage. Seule une géante aurait pu se libérer, et elle était loin d'être une géante, juste une femme surmenée. Mais je dois dire à sa décharge qu'elle en ressentit toujours un malaise diffus et qu'elle garda la conscience que cela ne pouvait pas être suffisant. Donc, évidemment, la vie de femme et de mère de famille ne lui convient pas du tout. Des hommes d'un autre monde, c'est-à-dire du monde d'avant, me considéreraient comme l'arriéré de mon siècle. Donc déjà, elle avait l'impression d'être rien, en fait. Dans la première partie de ma vie, j'ai été une dilettante. Et ici, dans la forêt, je ne suis rien de plus. Mon unique professeur est aussi peu savant et aussi peu cultivé que moi, car je suis mon propre professeur. Dans les romans de Marlène Haushofer, de façon générale, les femmes ne démissionnent pas. Ce sont des femmes qui luttent pour échapper à une existence étroite qui les brime et qui sont régies par, alors en allemand, excusez-moi aussi pour la façon dont je le dis, les 3 K, Kinder, Küche, Kirche, les enfants, la cuisine et l'église. C'était le mot d'ordre du Troisième Reich qui concernait les occupations féminines. Donc, pour ces héroïnes et pour celles-là, surtout vraiment, il n'est pas question de bonheur dans ce type d'existence. Il n'y a donc aucun regret de sa vie passée, de sa famille et de ses filles avec lesquelles elle ne s'entendait pas. On ne sait pas pourquoi, elles sont adultes. Le mur a vraiment concrétisé une séparation définitive et
en fait, elle parle d'une séparation entre elle et elle, quoi. Hein. Je ne parle pas des filles, là, j'y reviendrai. Alors, il y a un paragraphe, page 215, qui expose cela. Au cours de ce second été, je n'en étais pas encore là, les frontières étaient encore très nettes. Il m'est parfois difficile, en écrivant, de maintenir la séparation entre mon moi ancien et mon moi nouveau, ce moi nouveau dont je ne suis pas sûre qu'il ne soit lentement aspiré par un nous plus grand que lui. Mais déjà à cette époque, le changement se frayait une voie. L'alpage en était responsable. Dans le silence bruissant de la prairie, sous le ciel immense, il m'était presque impossible de rester un moi unique et séparé. Vous connaissez par cœur la citation, bravo. Vous êtes en maths spé ? Voilà. Une aveugle petite vie entêtée qui refusait de se fondre dans la grande communauté. Autrefois, j'avais tiré toute ma fierté d'être une telle vie, mais sur l'alpage, cette vie m'apparaissait misérable et ridicule, un néant bouffi d'orgueil. Donc vous voyez, il y a vraiment métamorphose, hein, on le reverra aussi, il y a un nouveau moi qui se fait jour et qui va balayer le moi d'avant. Il n'y a pas d'apitoiement sur soi, ça n'est pas son style. Il n'y a pas de nostalgie, de sentiment, de manque affectif, etc. Mais au contraire, une sorte de mépris pour l'être social qu'elle a été. Pendant le long chemin du retour, je repensais à ma vie passée qui m'a paru insuffisante à tout point de vue. Auparavant, j'allais toujours quelque part. J'étais toujours pressée et exaspérée, car partout où j'arrivais, je devais attendre mon tour. Donc, au fond, maintenant, elle n'a plus du tout, évidemment, la même vie, les mêmes obligations, et elle commence à lâcher cette vie d'avant. Mais elle lâche aussi, ça, c'est plus complexe, je trouve, à comprendre. Autant on peut comprendre qu'on lâche une vie où on est obligé de faire la queue sans arrêt, d'attendre son tour et d'être toujours pressé, d'avoir beaucoup de choses à faire et de faire la cuisine, la vaisselle. Autant les relations humaines paraissent plus difficiles à lâcher. Or, elle parle de ses enfants quand elle les voit à un moment. Alors, page, je vais vous lire la page, c'est une belle page, mais assez poignante, je vais dire. Enfin, peut-être pour les mères de famille, je ne sais pas pour les autres, mais voilà. Je ne me souvenais pas avoir éprouvé... Attendez. Oui, alors elle dit qu'elle est venue à bout d'un énorme travail, etc. Je ne me souvenais pas avoir éprouvé une telle satisfaction depuis l'époque où mes enfants étaient petites. Jadis, après la fatigue d'une longue journée, quand les jouets avaient été rangés, que les enfants, après leur bain, étaient au lit, jadis, j'avais été heureuse. J'avais été une bonne mère tant que mes filles avaient été petites. Dès qu'elles devinrent grandes et allèrent en classe, je ne fus plus à la hauteur. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais à mesure que les enfants grandissaient, je me suis sentie avec elles moins assurée. Je m'occupais toujours d'elles comme je pouvais, mais j'étais rarement heureuse en leur présence. Ce fut l'époque où je me rapprochais beaucoup de mon mari. Il me semblait qu'il avait besoin de moi plus qu'elle. Mes enfants étaient partis, main dans la main, leur cartable sur le dos,
cheveux au vent, et je savais que c'était le commencement de la fin. Peut-être n'était-ce qu'un simple pressentiment. Plus tard, je ne fus plus jamais heureuse. Tout se transforma d'une manière désolante et la vraie vie s'arrêta pour moi. Donc là, il y a quand même une méditation une réflexion assez profonde, je trouve, et très questionnante, très dérangeante quand même, sur ce qu'on peut éprouver avec ses enfants, petits d'abord, et puis quand ils grandissent et qu'ils s'en vont, qu'ils sont plus vraiment peut-être besoin de la même manière, en tout cas, de leur mère. Un des passages, à mon avis, les plus émouvants de cette confession, qui est vraiment sans phare, c'est quand elle dit « les deux autres, à peine adultes, plutôt désagréables, ces filles peu aimantes, querelleuses, que j'avais laissées en ville, et qui sont mortes, bien sûr, elle le sait, forcément, étaient devenues tout à fait irréelles. Ce n'était pas leur mort que je pleurais, mais uniquement celle des enfants qu'elles avaient été de longues années auparavant. » Et je trouve que ce passage est très fort et que, il questionne vraiment l'amour maternel. C'est quand même un livre qui date de 1963 et quelques, donc vous voyez quand même, c'est assez courageux d'une certaine manière. Il a fallu attendre un moment pour que l'instinct maternel soit discuté, qu'il y ait des livres là-dessus, etc. Donc, en fait, au-delà de cette histoire avec ses filles, il y a aussi évidemment la relation avec les êtres humains en général, et on verra qu'elle dit très très clairement à un moment qu'elle préfère les relations avec les animaux aux relations avec les humains. Dans l'ancien État, des murs visibles étaient dressés, opposés aux femmes qui ne pouvaient pas accéder aux droits, aux responsabilités, etc. Et elle prend conscience de l'aliénation qu'avait supposée cette obligation de respecter sans cesse les impératifs des maîtres. Quand on est tombé en esclavage, vous voyez, c'est vraiment fort, il est bon de s'en tenir aux prescriptions et de ne pas mécontenter le maître. Donc, vous voyez se profiler ce dont je vais parler plus tard aussi, la remise en question, bien sûr, de l'homme en tant qu'homme. Le maître, c'est, comment dire, elle lui impute l'état de déréliction de l'humanité qui doit être, pour elle, attribué à la seule responsabilité masculine. Alors, il y a un passage assez parlant, un peu plus léger, parce que vous allez me dire que je vais vous faire une soirée épouvantable. Alors, il y a un passage qui n'est pas faux d'ailleurs et qui parle, c'est qu'il y a un garde-chasse qui était là, et il n'est plus là, et il est mort lui aussi sans doute. Alors elle dit « Dieu sait ce que l'enfermement dans la forêt aurait produit chez cet homme. En tout cas, il était physiquement plus fort que moi, et je serais tombée sous sa dépendance. » Parce elle insiste beaucoup sur le fait que la puissance masculine tient beaucoup au fait que les hommes sont plus forts que les femmes, qu'il y a une différence biologique. De ce point de vue-là, pas tous évidemment, il peut y avoir des femmes d'1,90 m et des hommes d'1,50 m, mais c'est quand même quelque chose dans la biologie qui est très souligné par elle. Alors, je continue. Qui sait, il serait peut-être aujourd'hui paresseusement allongé dans la cabane après m'avoir envoyé travailler. La possibilité de se décharger du travail
doit être la grande tentation de tous les hommes. Et pourquoi un homme qui n'aurait plus à redouter la réprobation continuerait-il à travailler? Non, il vaut mieux être seul. Ça, je trouve ça assez drôle, l'image du garde-chasse qui petit à petit se dit au fond, profitons de la situation, maintenant je ne fais plus rien et je la vois travailler. Bon, c'est évidemment quelque chose d'un peu caricatural quand même, mais ça représente quelque chose dans son livre, hein. Dans ce roman, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Les femmes ont un maître et elles sont plus ou moins réduites en esclavage. Alors parlons maintenant de sa transformation. Dans le mur invisible, il y a une thématique majeure. Elle doit tout apprendre de son environnement dont elle ignore tout, ou presque tout. Parce que, rappelez-vous, Marlène était fille de garde-chasse, de garde forestier, pardon. Elle dit qu'elle a vécu un peu à la campagne, parce que moi, je m'imagine dans sa situation, je crois que je n'aurais pas à raconter mon histoire sur des petits papiers, hein. Je pense que je ne saurais absolument rien faire dans la campagne. Elle sait quand même, elle sait. Elle sait faire un certain nombre de choses, ce qui explique évidemment sa survie, parce que, bon, après, elle apprend beaucoup d'autres choses, mais elle a un petit bagage, on va dire, au départ. Donc, elle va prêter attention aux petits changements de la nature, ça c'est important, ce que nous ne voyons pas comme citadins, tout va être important évidemment, il faut se confronter à tout, à la nature, aux animaux, au temps, enfin la météo, etc. Et il ne faut pas fuir parce que c'est une question de survie. Progressivement, elle modifie sa perception de la réalité. Alors qu'on aurait pu attendre des temps de langueur ou de pleurs ou tout ça, c'est une femme pragmatique et forte. Elle organise vite son quotidien, elle commet des erreurs. Par exemple, il y a des cigarettes, elle les fume toutes et puis après, bon, il n'y en a plus, hein. Mais elle les a fumées trop vite. Dans la survie, tout ça aussi c'est dans les romans de survie, les séries, etc. Il faut économiser ce qu'on a, bien sûr, et ne pas flamber immédiatement tout. Elle commet des erreurs, mais peu, hein. Elle consomme le sucre, par exemple, sans trop de prévoyance, mais finalement, elle s'en passera. D'ailleurs, c'est bon pour la santé. Et elle finira par manger des fruits sucrés, les framboises, etc. Bon. L'absurde n'a pas de place vraiment pour elle. Dans cette montagne autrichienne à la localisation tout à fait complète, enfin on ne sait pas où c'est, hein, certaine, il y a quand même des animaux sauvages. Elle a des armes, évidemment, parce que c'est un relais de chasse, et elle peut quand même survivre aussi comme ça, parce qu'elle a quelques petites choses à sa portée. Dans ces conditions-là, l'idée de la nature n'a plus rien de bucolique. Elle ne voit plus la nature comme quelque chose de beau à contempler, si vous voulez. Pour la première fois, je ne trouvais pas la gorge belle et romantique, mais seulement humide et sombre. Évidemment, hein, quand il s'agit de vivre dans des conditions comme ça, la contemplation se change en regard pragmatique, hein, et il faut qu'elle mesure bien comment elle va survivre dans cet environnement. Ça ne l'empêche pas d'ailleurs, il faut le dire pour ne pas caricaturer non plus ou dire des choses erronées, ça ne l'empêche pas d'avoir des moments
de contemplation du ciel, de l'alpage, quand elle monte à l'alpage. Enfin, il y a des moments de bonheur, en fait, dans la contemplation de la nature, mais qui ne sont plus du tout les mêmes. Hein. C'est autre chose. Petite parenthèse qui n'a... Enfin, parce que ça me vient à l'esprit, c'est, je pense à Descola, vous savez, l'anthropologue du Collège de France, qui expliquait qu'un jour il était avec un Indien, Dieu sait où il était dans un endroit assez sans doute solitaire et reculé, et il regardait le coucher de soleil avec l'Indien, et il dit à cet homme, il lui dit c'est magnifique, enfin ce coucher de soleil est sublime, et l'Indien lui dit ah bon, pourquoi vous dites ça? Enfin, c'était l'incompréhension en fait. Il voyait le soleil se coucher, il pensait à toute autre chose, c'est-à-dire à ce qu'il allait faire parce que c'était le moment du couchant, alors que évidemment avec la culture d'Escola, la culture européenne face à la nature, dans son livre Par-delà nature et culture, il explique ça, toutes les formes de relation à la nature, etc. Et donc il avait une position esthétique face à la nature, face au coucher de soleil, que l'autre n'a pas. Après, il lui a dit « Ah oui, c'est beau ». Enfin, évidemment, il a attiré son attention sur quelque chose, mais ça n'était pas son point de vue, vous voyez. Et elle change, évidemment, d'un point de vue plus ou moins contemplatif ou esthétique, elle va vers un point de vue pratique et pragmatique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a danger, parce qu'il y a des choses à faire. Il y a toute une partie que je ne commenterai pas, mais tout à fait intéressante, où elle tombe malade 2 fois. Et évidemment, là, le problème est grave, parce qu'une fois, c'est les dents, une autre fois, elle a une fièvre, elle a attrapé mal, enfin, elle a eu froid. Et bon, il y a des subterfuges, évidemment. Elle a des médicaments, quand même, qui sont restés dans le chalet, mais dans le relais de chasse, mais elle doit tout régler toute seule. Et elle manque mourir, évidemment, parce que personne n'est là pour l'aider. Le chien a beau être vraiment très présent, il ne peut pas faire grand-chose pour elle dans cette circonstance. Donc, il y a tant à faire, dit-elle, couper du bois, récolter les pommes, aller chercher le foin à la cabane, réparer la route, consolider le toit. Chaque fois que j'espérais me reposer un peu, un nouveau travail se présentait. Mais vous voyez que cette métamorphose, on peut l'interroger et se demander si elle est positive complètement. Est-ce qu'elle est vraiment positive? Alors, on va réfléchir maintenant au moi féminin et à la relation à la nature. C'est ça quand même qui est aussi posé comme question sous-jacente bien avant qu'il y ait des textes et des textes féministes là-dessus. Y a-t-il un lien, la question qu'on peut se poser, en tout cas moi je me la pose, entre la femme et la nature, les deux avec majuscule? Est-ce qu'il y a analogie particulière entre la femme et la nature, ou bien est-ce que c'est en fait ce que certaines féministes ont mis à jour, l'idée que plutôt que la biologie ou une quelconque identité essentialiste, par essence, la femme est proche de la nature. Bon. Moi, personnellement, je n'y crois pas du tout à l'essentialisme, et je pense que
ce que certaines féministes comme Suzanne Griffin, etc., mettent à jour, c'est qu'il y a plutôt l'idée que la femme, ou les femmes, pour être plus juste, et la nature au sein de la culture occidentale androcentrée sont dans un même système d'oppression. C'est-à-dire que, si vous voulez, le système occidental androcentré, centré sur l'homme, a asservi la nature et la femme, la nature y compris tous les êtres humains, les êtres vivants, et on renvoie à la phrase évidemment toujours de Descartes, ça vous devez la connaître aussi, les hommes maîtres et possesseurs de la nature. Et dans cette nature, la femme est comprise, d'après les analyses féministes qui refusent quelque chose d'essentialiste. Donc, qui disent que ce n'est pas parce que il y a les 28 jours lunaires et que les 28 jours du cycle qu'on est en phase complète avec la grande mère nature. Hein. Ça, c'est dit d'ailleurs de temps en temps, hein, il y a des arguments qui se font là-dessus. Bon, ce n'est pas exactement le point de vue de bien avant l'heure de Marlène Haushofer. Alors, comment se construire un lien avec la nature dont on a été exclu ou dont on s'est exclu, bon, à un moment donné, parce qu'on est dans une civilisation qui est, comment dire, urbaine, etc. La narratrice, quand même, il faut bien le dire, hérite d'un lieu identifié comme patriarcal. C'est le chalet alpin du mari de la cousine, Louise, le garde-chasse, etc., qu'elle va se réapproprier pour inventer une vie nouvelle. Mais il y a ça quand même qui lui reste hein, du patriarcal, quoi. La vallée, en revanche, avec les renards, les chevreuils, les lièvres, etc., et le monde sauvage. L'espace est grandiose et il est aussi, bien que l'immensité de la nature suppose la petitesse de cette femme qui est seule, malgré tout, elle jouit des lieux clos qui permettent de retrouver la contemplation de l'espace sans trop de peur. Je pris l'habitude de rester assise sur le banc devant la cabane à contempler l'air bleuté, la large étendue du ciel au-dessus des prés, ce qui lui permet d'élargir l'horizon. Et à ce moment-là, on voit que la beauté de la nature, ou au moins ce que la nature lui offre d'ouverture par rapport au mur, le ciel, il est, lui, libre, si vous voulez, plus ou moins. Hein. Mais enfin, le mur est, il est transparent quand même. Hein. Mais enfin, on voit à travers. Mais quand même, évidemment, le ciel lui permet d'ouvrir les horizons. Le ciel était gris pâle et se teintait de rose à l'est. La rosée couvrait le pré. Une belle journée commençait. Cela faisait une impression étrange de pouvoir contempler une vaste étendue sans que le regard soit arrêté par des arbres ou par des montagnes. Mais ce n'était pas pour autant agréable ou libérateur. Après toute une année passée au fond d'une vallée étroite, il fallait que mes yeux s'habituent à ce vaste horizon. Vous voyez, même cette espèce d'ouverture vers le ciel, les alpages, etc., c'est un peu difficile. Hein. Et donc, elle est quand même de plus en plus dans la nature,
Et cette nature, c'est d'abord les animaux. Alors les animaux, évidemment, sont fondamentaux. Ils occupent une place extrêmement importante. Alors, parmi ceux qui coexistent auprès de la narratrice, il y a lynx, donc le chien de chasse, la chatte, qui n'a pas de nom, comme la narratrice, 5 chatons qu'elle met au monde, dont 2 seulement, Tigre et Perle, survivent quelques mois, mais malheureusement pas très longtemps. La vache qu'elle a découverte, Bella, elle l'a appelée Bella, et sa progéniture, le veau. Alors elle se demande un grand moment, est-ce qu'elle va avoir un veau ou pas? Bon, elle ne s'y connaît pas trop, puis après elle va être obligée d'accoucher la vache. Enfin bon, ça va être un peu compliqué, mais il y a un petit veau qui naît et qui devient taureau. D'autres espèces, je vous le disais tout à l'heure, des chevreuils, des cerfs qui sont chassés, mais qui sont aussi nourris. Dans un geste de réparation, elle sacrifie une partie de ses réserves parce que l'hiver, ils ne trouvent rien, ils sont en difficulté, et elle leur donne, lors du premier hiver, elle leur donne quelque chose, sacrifie une partie de ses réserves pour eux. Alors, je parle de réparation, là aussi, si vous lisez Descola, Par-delà nature et culture, il explique que dans certaines visions de la nature qui ne sont pas occidentales, il y a cette idée de réparation. Quand on chasse, par exemple, on fait il y a des peuplades qui chassent et font ensuite une sorte de cérémonie de remerciement pour l'animal qui est mort et qui va leur donner à manger. Enfin, et ils ne tueront pas les autres animaux qui sont avec lui, ils tueront celui qu'ils doivent avoir et ils le remercient, etc. Et là, il y a petit à petit quelque chose qui naît chez elle de cette façon de considérer les animaux. Il y a aussi des martres, des renards et beaucoup d'oiseaux. Et elle est, dans l'ensemble, elle considère la vie animale comme extrêmement précieuse, et elle estime que humains et animaux appartiennent, je cite, à la même grande famille au sein de laquelle les rapports de hiérarchie et de domination doivent être revisités, quoi. Elle quitte donc la perception des maîtres et possesseurs de la nature et la perception occidentale des animaux. Elle tisse des liens tout au long de la narration, évidemment, avec les bêtes, et c'est parce que l'homme va tuer les bêtes qu'il sera l'ennemi, qu'il sera abattu. Aussi longtemps, dit-elle, qu'il y aura dans la forêt un seul être à aimer, je l'aimerai. Et si un jour il n'y en a plus, alors je cesserai de vivre. Donc, vous voyez, la famille humaine qu'on a vue un peu pas très bien traitée finalement, a été remplacée par la famille animale. L'amour, qui est un lien vital pour elle, c'est le lien pour vivre aux animaux. Elle écrit donc, je cite toujours, « Si tous les hommes m'avaient ressemblé, il n'y aurait jamais eu de mur. Et le vieil homme ne se serait pas celui qui est mort pétrifié qu'elle a vu à travers le mur, le vieil homme ne se serait pas couché près de la fontaine, métamorphosé en pierre. Mais je comprends pourquoi ce sont les autres qui ont toujours eu le dessus. Aimer ou prendre soin d'un être est une tâche très pénible et beaucoup plus difficile que tuer ou détruire. » Ce qui est une phrase extrêmement forte. Hein. Alors, est-ce qu'on peut parler, puisqu'il faut dire le mot évidemment, de cette notion de care, vous savez, qui est très importante et qui est envers la nature et les animaux ici. Alors,
Elle ne cherche pas à établir d'échelle de valeur, puisque le chien, le chat, tout ça, c'est tous les animaux, la vache, elle prend soin d'eux de la même manière. Et plus encore, ces animaux possèdent leur propre vie, avec leur caractère, leurs préférences. Ils ne sont jamais utilisés comme symbole ou caricature des humains, ce qui est souvent le cas, évidemment, en littérature. Enfin, si on pense à l'utilisation de l'animal dans la littérature, il y a beaucoup de textes sur l'animal en littérature, c'est un vrai grand sujet. Mais l'animal, ici, n'est pas utile. Il vit, quoi. Il vit. Alors, le chien, voilà comment elle en parle. Notre situation à Lynx et à moi semblait critique, même si nous ne savions pas encore à quel point elle l'était. Mais tout n'était pas tout à fait perdu, puisque nous étions deux. Lynx aussi redevenait inquiet, se serrait contre moi en poussant des jappements plaintifs. Tout au long du chemin, il resta près de moi et je lui parlais pour le tranquilliser. Je ne sais plus ce que je lui ai dit, l'essentiel était de briser le silence. Vous voyez, elle en parle comme d'une personne. On va briser le silence parce que c'est angoissant, alors je vais parler. L'animal n'apparaît pas vraiment comme un animal. Il peut ressentir des émotions, ce qui est la réalité des animaux. Et la relation est si naturelle qu'elle vient parfois, elle en vient à douter de l'animalité, quoi. Je lui parlais gentiment et avec un soupir qui avait presque quelque chose d'humain, il consentit à regagner sa place sous son poil. Je lui parlais beaucoup à cette époque et il comprenait le sens de presque tout ce que je lui disais. Qui sait, peut-être comprenait-il même plus de mots que je ne pensais. Cet été-là, j'oubliais complètement que Lynx était un chien et pas un homme. Je le savais, mais cette différence n'avait pour moi plus aucun sens. Alors, moi je pose une question au texte. Quid du langage articulé, quand même. Bon, je veux bien. Personnellement, j'adore les animaux et je suis je suis tout à fait prête à considérer un chien, un chat, enfin j'en ai eu toujours, comme des êtres très proches, et qui comprennent et qui ont leur façon de communiquer. Mais elle dit, je ne savais qu'il n'était pas un homme. Cette différence n'avait plus pour moi aucun sens. Mais il reste quand même le problème du langage articulé. Lynx ne peut pas lui répondre. Le garde-chasse, il aurait pu, mais il lui aurait dit « va travailler ». Donc, elle préfère être seule. Voilà. Donc, on peut s'interroger un peu quand même là, sur ces questions. Lynx m'était le plus proche, car il n'était pas seulement mon chien, mais aussi mon ami, mon unique ami dans un monde plein de labeur et de solitude. Alors là, elle fait un pas de plus. Il comprenait tout ce que je lui disais. Il savait quand j'étais triste ou joyeuse. Il essayait de me consoler à sa façon. Alors, pas seulement Lynx, mais Bella, la vache, qui est quand même un peu moins proche de la narratrice, malgré tout, elle ne fait plus partie du bétail. Elle devient une sorte d'animal de compagnie aussi. Et elle l'appelle, vous allez voir, après tout ce que nous avons vécu ensemble, Bella était devenue bien plus que ma vache. C'était une sœur, patiente, qui supporte son sort avec plus de dignité que moi. Il est plus facile d'aimer Bella ou la chatte qu'un être humain. Vous voyez que là, ça glisse évidemment vers une sorte de rejet de ce que peut être l'humanité. Donc, ce qui est atteint à un moment donné, c'est que la narratrice voudrait devenir animale. Il ne me manquait plus que des griffes, un épais pelage et des crocs. C'est déjà pas mal quand même. Je serais devenue une créature parfaitement adaptée.
Je regardais pleine d'envie lynx qui dévalait le pré avec légèreté. Donc, elle voudrait, au fond, la métamorphose l'attire, hein, et elle rêve qu'elle accouche d'animaux de toute espèce, et que par le rêve, en quelque sorte, elle réalise, le rêve étant, comme on dit, la réalisation du désir, elle réalise le désir de la métamorphose. Les barrières entre les hommes et les animaux tombent très facilement, écrit-elle. Nous appartenons à la même grande famille. Quand nous sommes solitaires et malheureux, nous acceptons plus volontiers l'amitié de ses cousins éloignés. Ils souffrent, comme nous, si on leur fait mal, et ils ont, comme nous, besoin de nourriture, de chaleur et d'un peu de tendresse. Donc, voilà le care, pour le coup, mais ce sont les animaux qui sont maintenant ses interlocuteurs, ses amis et sa famille. Donc, la protagoniste n'est pas seule, elle coexiste, mais avec des individus non humains. Ils forment ce qu'on appelle une société interespèce, post-humaine, qui se présente comme un modèle social utopique et qui aura ses beaux jours après le roman de Marlène Haushofer. Hein. La famille interespèce, c'est ce qui semble être une sorte de communauté utopique. La narratrice, qui déplore n'avoir pas eu de bonnes relations avec ses filles dans le monde d'avant le mur, emploie systématiquement le terme allemand pour dire enfant, Kind, pour parler aussi bien de la vache que des naissances animales ou même d'elle. Alors ça, évidemment, ça devient quelque chose qui glisse vers l'utopie, bien sûr. Le contrat social est cohérent, c'est un contrat subversif puisqu'il implique une décentralisation de l'homme, de l'humain, une vision interespèce, hein, de la société après la fin du monde. Mais il reste quelque chose dans ce roman qui pose des questions, c'est que le processus de domestication ne disparaît pas complètement, c'est-à-dire qu'il y a les animaux avec elle domestiques quand même, et puis les animaux sauvages de la forêt. Ça reste comme en l'état, disons. La narratrice, donc, connaît une mue progressive qui l'éloigne de son ancien moi, et elle décrit sa transformation corporelle qui va de pair avec un brouillage des frontières de genre. Là aussi, on arrive à des questions bien contemporaines, bien modernes. Alors, elle va ressembler tantôt à un arbre, à une souche brune et coriace, à une enfant qui cherchait des fraises, ou à un jeune homme qui sciait du bois, à quelqu'un de très âgé, je cite, sans sexe défini. Donc là, vous voyez aussi que la modernité de la recherche, de la pensée, est quand même extrêmement poussée. Hein. J'aime beaucoup vivre dans la forêt à présent. Il me sera difficile d'en partir. Si je reste en vie là-bas de l'autre côté du mur, j'y reviendrai. Et le texte qu'on cite toujours et qui est un très beau passage, c'est « Les orties continueront à pousser, même si je les arrache 100 fois, et elles me survivront. Elles ont tellement plus de temps que moi. Un jour, je ne serai plus là, et plus personne ne fauchera le pré.
alors le sous-bois gagnera du terrain, puis la forêt s'avancera jusqu'au mur en reconquérant le sol que l'homme lui avait volé. Et un peu plus loin, et la forêt ne veut pas que les hommes reviennent. Donc, vous voyez, là, il y a cette victoire de la nature qui est attendue et qui est certaine pour elle. J'en viens, et là je vais un peu me dépêcher quand même, parce que je suis un petit peu en retard, pour pas qu'on n'ait aucun moment de discussion. J'ai jusqu'à quelle heure normalement pour parler? 8 heures? 20 heures? Oui? Bon, alors, j'en viens maintenant au masculin et à l'image de l'homme. Ça va? 8 heures? Oui. D'accord, je raccourcis un peu. Mais je ne vais pas quand même raccourcir mon passage sur le masculin. Hein. L'homme est violent. Dans ce roman, il est toujours présenté comme ça. L'inconnu qui surgit d'on ne sait où est terrible. Il tue à coups de hache, il est sauvage, il est tué par un coup de fusil, ça je vous ai raconté. Le masculin n'est revenu que pour des violences gratuites et inutiles, puisque les animaux sont complètement innocents, et détruisant la paix de ce petit havre minuscule qu'elle s'était fait. La narratrice a toujours pensé le rapport à l'autre comme inégal. L'homme est considéré comme étant plus fort dès le départ, et ceci a créé la dépendance. Le rapport de force s'installe dans tous les cas, et elle dit « J'étais contente qu'il soit mort. Il m'aurait été difficile d'achever un homme blessé. Pourtant, je n'aurais pas pu le laisser en vie. Ou peut-être que si, je ne sais pas. Bien qu'elle hésite, elle ne ressent pas de profond regret. Elle ne voulait pas le laisser étendu sur la prairie, à côté de taureaux et sur l'herbe innocente. Elle jette le corps par-dessus la falaise et elle est passée à l'action sans hésitation. Chez l'auteur, dans les autres œuvres, il en est à peu près de même, le masculin et le féminin sont irréconciliables. On retrouve cette idée quand même de l'association, non pas essentialiste, mais nature féminin, culture masculin. Et en fait, c'est une mise en procès du patriarcat. Il y a un autre rapport à la violence que cet homme qui vient massacrer tout le monde. L'homme vient détruire la paix parce qu'il a créé le mur par sa folie meurtrière. Je décidai qu'il s'agissait d'une arme nouvelle, qu'une des grandes puissances était parvenue à tenir secrète, une arme idéale qui laissait la terre intacte et ne tuait que les hommes et les bêtes. Si elle avait pu épargner les bêtes, cela aurait été encore mieux, mais ça n'avait pas été possible. Jamais depuis que les hommes existent, ils ne se sont souciés d'épargner les bêtes au cours de leur massacre mutuel. Les inventeurs du mur, eux non plus, n'ont pas été libres de leurs décisions. Ils n'ont fait que suivre leur besoin inné de savoir. Simplement, on aurait dû, dans l'intérêt général, de les empêcher de mettre leur invention en œuvre. Et les créateurs du mur qui seraient dans un désir de savoir, elle écrit d'eux, un savant, un spécialiste des armes de destruction, comprendrait mieux que moi, sans aucun doute. Mais à quoi ça lui servirait? Avec tout son savoir, il ne pourrait rien faire de plus que moi, attendre et essayer de rester en vie. Donc, si les hommes sont du côté du savoir, et s'ils ont le savoir qu'ils emploient mal
puisqu'il l'emploie à la destruction, eh bien, ce savoir ne leur servirait à rien du tout dans une situation de survie. Et au fond, l'homme semble ne pas avoir considéré les répercussions de ses actes. Il est, au fond, elle recadre la vision que les hommes ont d'eux-mêmes. En pleine nature, la domination est sans effet. L'homme tout-puissant, très savant, etc., est un individu qui doit attendre et tenter de survivre. La nature n'est pas voilà. Donc, la nature n'est pas présentée comme idyllique, il y a de la violence, évidemment, et cette violence de la nature n'est pas la même que la violence humaine. En fait, cela signe, la violence masculine signe la fin de l'humanité, et le personnage féminin n'a aucune postérité possible. C'est-à-dire que dans ce roman, elle a tué, enfin, s'il était en train de massacrer tout le monde, c'était un peu difficile de le voir comme un nouvel Adam. Mais en fait, il n'y a plus de possibilité pour l'humanité. Elle va disparaître et avec elle, il n'y aura pas de postérité. Alors, je vais m'arrêter là parce on peut discuter un moment, si vous voulez, et je vous dirai 2 mots peut-être avant de conclure complètement sur les différentes interprétations qui ont été données du mur. Qu'est-ce que c'est que ce mur finalement ? Il y a eu des critiques diverses qui ont donné des significations différentes. Avant de vous passer le micro, je vous signale, il y a un autre roman qui est souvent rapproché de celui-là, qui s'appelle « Dans la forêt » de Jean Higland, H-E-G-L-A-N-D. C'est l'histoire de 2 jeunes filles de 17 et 18 ans qui ont toujours vécu au cœur de la forêt. La civilisation s'effondre, leurs parents disparaissent, elles demeurent seules et elles vont apprendre à grandir autrement, etc. Le roman est beaucoup plus optimiste d'une certaine façon, on va dire, parce qu'une des filles rencontrera un garçon qui va la violer, c'est pas très sympathique, mais elle aura un enfant. Et donc, les 2 sœurs, à la fin, vont prendre soin de ce petit garçon, etc. Bref, ça vaut la peine, si vous avez le temps, ou vous regardez le résumé. Et puis, il y a un homme que j'aime beaucoup, un écrivain que j'aime beaucoup et qui a écrit des choses formidables sur si on peut dire l'écologie, c'est pas vraiment ça. Il s'appelle Aldo Leopold, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a un livre qui s'appelle L'éthique de la Terre, avec un petit texte qui s'appelle Penser comme une montagne, et qui est vraiment très très bien, c'est très court, hein, Penser comme une montagne. Et il y a un livre alors qui s'appelle L'Almanach d'un comté des sables, toujours du même Aldo Leopold, qui raconte en fait, comme un almanach, tout ce qu'il fait dans la nature, là où il a acheté une maison de campagne. Enfin, ça paraît au départ très rustique, si vous voulez, etc. Mais c'est un livre vraiment sur l'observation, la conception de la nature. Enfin, Léopold, c'est quelqu'un de très connu, hein, qui est considéré comme le Walden de Thoreau, vous savez, le grand livre
Walden ou la vie dans les bois, non, ça s'appelle comme ça. Et là, la présentation du livre est faite par Le Clésio, et c'est vraiment un joli livre si vous avez envie, si vous aimez la nature et si vous avez envie de lire quelque chose de peut-être un peu moins sombre que ce livre que je vous ai présenté. Merci, vous avez été très courageux et vous avez écouté sérieusement.